Bonjour et bienvenue à Chromosexualité, le podcast qui remet en question nos idées préconçues quant à tout ce qui touche la sexualité. Autour de la table, on retrouve notre fameux quatuor, Anne-Sophie Lafortune, Bonjour. Charlotte Poulain, Bonjour. Hubert Roberge et Bonjour. moi-même, Anna Droppert. Donc aujourd'hui, explorons comment la nouvelle science du sexe et du genre nous concerne tous. Voici ce que pensent certains étudiants du Collégial international Sainte-Anne. Mais le sexe biologique, est-ce que c'est aussi simple que ça? Une femme se définit par avoir 2 chromosomes X Une femme a des chromosomes XX, Une femme, ça a 2 chromosomes X. et un homme par 1 chromosome X plus 1 chromosome Y. puis un homme a des chromosomes XY. Puis un homme, ça a un chromosome Y et X. On nous a toujours enseigné qu'une femme possède 2 chromosomes X, tandis que l'homme possède un chromosome X et un chromosome Y. Avant de se rendre plus loin, on pourrait peut-être procéder à une définition. Anna, t'en penses quoi? Tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut tout d'abord différencier le sexe du genre. Le genre renvoie à des comportements, des attributs déterminés socialement, alors que le sexe, lui, évoque nos attributs biologiques. Au niveau culturel, il y a déjà un changement de perspective qui opère et des définitions non binaires du genre s'intègrent à notre vocabulaire courant. Notamment, on peut passer aux pronoms. Toutefois, moins apparentes sont les variations en cours dans les sciences biologiques où le sexe, perçu largement comme noir ou blanc, est davantage vu comme un spectre. Donc, si je comprends bien, Charlotte, à des degrés divers, on est plutôt des hybrides biologiques sur un spectre mâle-femelle, c'est bien ça? Oui, tout à fait, Anne-Sophie. Comme nous allons le découvrir, la détermination de notre sexe résulte d'un réseau complexe d'interactions impliquant nos chromosomes, nos hormones, notre anatomie et chacun de ces acteurs laisse place à un grand niveau de variabilité. Variation chromosomique. Avant tout, il est important de comprendre que les chromosomes que nous possédons, surtout notre 23e paire, dictent en grande partie les changements qui opèrent dans notre corps lors de la différenciation sexuelle. Anna, corrige-moi si j'ai tort, mais c'est le chromosome Y qui confère des gènes qui déclenchent le développement des gonades masculines, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Par contre, les processus impliqués dans la production de gamètes, donc les spermatozoïdes et les ovules, sont très complexes et peuvent conduire à une grande variété de résultats différents qui ne peuvent pas nécessairement être assimilés à la logique binaire du XX et du XY. Alors, juste pour que les gens à la maison puissent mieux nous suivre. Anna, t'es en train de nous dire qu'une personne pourrait hériter de 3 chromosomes X ou même d'un seul chromosome X et de 2 Y, par exemple? Tout à fait, aussi surprenant que ça puisse sembler. Plusieurs variations peuvent se produire au niveau de nos chromosomes sexuels, ce qui fait que certains individus ont des chromosomes sexuels supplémentaires ou même manquants. De ce que j'en ai compris, ce type de divergences génétiques-là sont bien plus courantes qu'on puisse penser et se produiraient chez près d'un individu sur 500. Oui, exact, c'est plutôt courant et l'incidence pourrait même être plus élevée parce que plusieurs individus ont une différence de chromosomes sexuels sans même en avoir conscience. Wow! Notamment, on pourrait penser au syndrome de Klinefelter, qui est la variation chromosomique la plus commune et résulte de 2 chromosomes X et d'un Y. Elle peut entraîner une baisse de production de testostérone, mais les manifestations peuvent être tellement mineures qu'une personne ne soit pas diagnostiquée jusqu'à très tard dans sa vie. Et justement, en lien avec ton idée, Anna, ce qui est intéressant aussi, c'est que même les cellules de notre corps n'ont pas nécessairement la même composition chromosomique. Oui, moi aussi, cette réalisation m'a vraiment surprise en lisant. Mais là, cette chronique-là, vient-tu invalider ce que j'ai vu au secondaire? Oui, j'avoue que c'est assez surprenant de voir comment on est vraiment une mosaïque de cellules génétiquement distinctes. Mais il a même été démontré que des femmes enceintes et leurs fœtus échangent fréquemment de cellules souches à travers le placenta. Je parle donc de ma mère avec beaucoup de fierté. Et de ce que j'en comprends de tout ça, c'est qu'on serait tous des œuvres d'art un peu uniques au fond. Ah oui, surtout toi, Emma. Variation hormonale. Il est aussi important de comprendre que les gonades déclenchent la production d'hormones spécifiques au sexe, ce qui va entraîner d'autres développements sexuels. Par exemple, chez une femme XX qui possède des ovaires, ces gonades vont produire la progestérone et les estrogènes. Chez un homme XY qui possède des testicules, les androgènes vont être produites. Et ces androgènes-là comportent notamment la testostérone que l'on connaît bien. Par contre, Anne-Sophie, est-ce qu'on pourrait dire que chez les personnes présentant des différences au niveau de la différenciation sexuelle, leur capacité à répondre à ces hormones est plutôt limitée, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, Charlotte. Et rapidement comme ça, je pense notamment au syndrome d'insensibilité complète aux androgènes. Si je peux me permettre d'expliquer, les personnes qui possèdent ce syndrome ne sont pas affectées par les hormones sexuelles mâles. En fait, c'est à cause d'une mutation sur la protéine à laquelle ces hormones se lient.
On va appeler ça le récepteur des androgènes. Oui, j'ai aussi lu sur ce sujet. Bravo, Anna! Et ça va faire en sorte que ces personnes-là, même si elles ont des testicules et un chromosome Y, elles vont avoir des organes génitaux externes qui apparaissent féminins, ou plutôt comme un entre-deux. Ce syndrome-là est très rare et on va le voir apparaître chez environ une personne sur 20 000. Je tiens aussi à ajouter que c'est l'équivalent d'une personne dans tout Thetford Mines. Oui, merci Hubert. Bel ajout. Mais c'est pas du tout le seul syndrome qui existe qui implique les hormones. Il y a aussi l'hyperplasie congénitale des surrénales, qui engendre la surproduction de testostérone. Elle entraîne donc la coexistence d'organes génitaux externes mâles, mais avec des gonades internes féminines, et pour les personnes avec des chromosomes XX. Donc, Anne-Sophie, il faut notamment constater que les hormones jouent un grand rôle et que le sexe n'est pas aussi binaire qu'on le pense. Oui, Charlotte, on peut notamment penser aux athlètes qui peuvent vraiment être victimes de discrimination. Par exemple, Caster Semenya, une olympienne intersexe, et ici je parle pas d'une transgenre, mais bien de quelqu'un qui présente des variations dans son développement sexuel. Elle s'est vue être obligée de diminuer ses niveaux de testostérone naturel si elle voulait continuer à compétitionner avec les femmes. Selon la fédération, elle se conformait pas aux définitions typiques féminines. Ouf, c'est décevant de voir comment la fédération pourrait restreindre une athlète en définissant ce qui est être féminin. Variation anatomique. D'un point de vue anatomique, dès que l'ovule est fertilisé par le spermatozoïde, le sexe du fœtus est déterminé. Toutefois, selon mes lectures, cela peut prendre jusqu'à 6 semaines de grossesse avant que les premières apparitions indicatives du sexe apparaissent. On pourrait dire que c'est le processus de la différenciation sexuelle qui débute. Exactement, Anne-Sophie. Ce processus dépend d'une série d'événements impliquant l'expression d'un réseau de gènes. Les caractéristiques sexuelles sont attribuées avec le développement des testicules ou des ovaires. Aussi, à noter que c'est vers la 6e semaine du développement embryonnaire que certaines cellules se rassemblent pour former ce qu'on appelle en biologie le primordium bipotentiel. Primordium bipotentiel? Est-ce qu'on pourrait définir ce terme-là pour les gens à la maison? Pour les jeunes qui écoutent à la maison, le primordium bipotentiel est un amas de cellules n'ayant pas de sexe déterminé qui possèdent le potentiel de devenir des gonades, soit des testicules ou des ovaires. Oui, c'est justement ce que j'allais mentionner. Bravo, Anna! Pour continuer, c'est en 1990 qu'on a découvert le gène SRY sur le chromosome Y. Ce gène est activé lors de la différenciation sexuelle en encourageant le développement des gonades masculines. Les cellules formant le primordium bipotentiel doivent exprimer le gène SRY en même temps. Certaines variantes sexuelles sont même dues au résultat de l'expression non synchronisée du gène SRY. Si je peux me permettre, faudrait pas oublier que pour ce qui est du développement des gonades féminines, on parle d'un processus qui est antagoniste à l'expression du gène SRY, qui est causé par l'expression du gène DAX1 sur le chromosome X. Oui, merci pour la précision. J'ai lu que les parties génitales et les régions du cerveau associées à la différenciation sexuelle ne prennent pas place en même temps. Est-ce que c'est vrai, Charlotte? Tout à fait, Anne-Sophie. Les gonades entament la différenciation sexuelle dans le premier trimestre, tandis que la différenciation cérébrale se produit au cours du deuxième trimestre. Dans la majorité des cas, les processus sont coordonnés et les sexes des deux parties correspondent. Toutefois, dans les rares cas où ces deux processus ne sont pas en harmonie, une personne peut s'identifier à un sexe différent de son sexe physique. La semaine passée, j'ai lu que des chercheurs ont retrouvé des cellules XY chez une femme âgée de 94 ans et un utérus chez un homme de 70 ans. Oui, justement, Anna, ces variations biologiques sont possibles. De là l'importance de ne pas assigner le sexe selon nos anciennes caractéristiques biologiques. Ah oui, par exemple, on peut penser aux personnes hermaphrodites. Vous savez, un hermaphrodite est une personne qui exprime une coexistence d'ovaires et de testicules. Souvent, leurs organes génitaux ont une ressemblance ambiguë. De la souffrance à une réflexion collective. Ma chère Anne-Sophie, c'est pas de ta faute, mais t'as malheureusement dit le mot qu'il fallait tout simplement pas dire. Personne hermaphrodite. Il y a une volonté croissante d'éliminer le mot hermaphrodite de notre lexique courant parce qu'il y a un poids qui est vraiment historiquement important. On parle désormais de variations dans le développement sexuel ou des VDS. Les personnes ainsi désignées étaient associées dans l'esprit du public à des spectacles de cirque de personnes mythiques. C'était littéralement des bêtes de cirque, mi-hommes et mi-femmes. Ce mot a donc une connotation beaucoup plus stigmatisante qu'on pourrait le croire.
Faudrait pas oublier non plus que la furie portée par ce mot transcende jusque dans les années 1960, période à laquelle on faisait subir à plusieurs enfants qui possédaient des VDS des chirurgies de manière précoce pour leur définir un sexe. Dans ces années, on croyait que vieillir sans organes sexuels définis causerait un traumatisme émotionnel. En raison des certains tabous relatifs au VDS, les parents étaient fréquemment accoutumés à conserver cela secret, même de l'enfant. Cela résulte donc avec des personnes qui grandissent sans même connaître certains détails importants sur leur propre corps. Oui, ça c'est sûr. C'est aussi complexe de savoir comment ces chirurgies-là impactent les patients. Mais dès l'âge adulte, nombre d'entre eux expriment leur douleur, des cicatrices et même une sensation de perte. Donc là, juste pour récapituler, il existe de nombreuses variations du développement sexuel. Comme vous l'avez si bien dit, chers panélistes, celles-ci peuvent concerner le sexe chromosomique, le sexe anatomique et même les niveaux hormonaux. La quantité de codes VDS reste imprécise et diffère même selon la source. Toutefois, il y a certains cas rares qui engendrent le pronostic vital. Suite à la naissance, il y a certaines malformations physiques graves qui vont nécessiter une intervention chirurgicale immédiate lorsqu'elles mettent par exemple en danger la vie du nourrisson. De nos jours, les soins de santé vont tenter de s'éloigner de l'approche chirurgicale. Si une VDS est identifiée lors d'un traitement, il est beaucoup plus probable que celle-ci comprenne une thérapie de remplacement hormonale que la chirurgie. Les cas doivent être traités par des équipes multidisciplinaires, spécialisées et expérimentées avec un accompagnement de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Malheureusement, ce type de soin-là n'est pas disponible partout. Mais Hubert, c'est à quel moment que les enfants commencent à comprendre leur propre identité sexuelle? Pour l'instant, les chercheurs s'efforcent de mieux comprendre l'évolution du sexe et du genre au fil du temps. Et de savoir justement à quel moment les enfants commenceraient à comprendre leur propre identité sexuelle. C'est tout à fait ce que j'en pensais moi aussi. Bravo, Anna! À la lumière de tout ce qui a été mis sur la table dans l'épisode d'aujourd'hui, le recadrage du sexe, plutôt comme un continuum qu'un concept binaire, a des implications beaucoup plus grandes qu'une simple mise à jour des manuels de biologie. En effet, ce changement de perspective a des incidences sur des questions d'identité, de santé et même d'institution. Bref, il va être vraiment intéressant de voir comment le développement de la cartographie génétique dans les prochaines années sera nous éloigner des étiquettes binaires afin de mieux apprécier l'unicité biologique de chacun d'entre nous à sa juste valeur. Auditeurs, auditrices, merci et à la prochaine sur Chromosexualité.